Imaginez un pays où descendre dans la rue n'est pas un accident de l'histoire, mais une phrase entière dans la grammaire nationale. En France, contester ne ressemble pas seulement à dire non. Cela ressemble à rappeler à l'État qu'il a promis quelque chose. À chaque réforme, à chaque crise, à chaque décision jugée injuste, la même scène revient. Une place se remplit. Une banderole s'élève. Une grève immobilise. Et soudain, la politique ne se joue plus seulement dans les palais, mais sur le bitume. La question n'est pas pourquoi les Français se plaignent. La question, c'est pourquoi la contestation, ici, devient si vite une institution informelle. Est-ce un héritage, transmis comme une fierté, de 1789 à nos jours, comme un droit presque sacré? Ou est-ce une nécessité, née d'un système très centralisé, où la rue devient parfois le dernier levier quand les canaux ordinaires semblent bouchés? Car il y a un paradoxe français. Un État parmi les plus puissants d'Europe. Et une société qui, régulièrement, le force à reculer, à négocier, ou à durcir. Comme si la République avançait en deux temps. D'abord l'ordre. Puis le choc. Puis l'ajustement. Dans cette vidéo, on va comprendre comment cette culture s'est fabriquée. Pourquoi elle produit parfois des conquêtes sociales. Pourquoi elle produit aussi de la fatigue, de la violence, et un sentiment de blocage. Et surtout, ce que révèle la contestation sur le lien intime entre les Français et leur État. La France est souvent décrite comme un pays ingouvernable. Mais c'est une formule paresseuse. Pour comprendre la contestation, il faut d'abord regarder le décor. Et ce décor, c'est un État central, dense, ancien, qui a appris à organiser la société par le haut. Un État qui ne se contente pas d'arbitrer. Un État qui planifie, protège, règle, encadre, redistribue. Un État qui, depuis des générations, promet la cohésion. C'est là le premier ressort de la contestation. Quand l'État est partout, le conflit finit toujours par lui remonter à la surface. En France, beaucoup de questions sociales deviennent mécaniquement des questions politiques. Le prix de l'essence n'est pas seulement un prix. C'est un signal de justice. L'âge de la retraite n'est pas seulement un chiffre. C'est une frontière symbolique entre une vie digne et une vie usée. Le salaire minimum n'est pas seulement un outil économique. C'est une promesse de république. Deuxième élément du décor. La France a construit un modèle social qui crée une attente très particulière. On attend de l'État qu'il empêche l'inacceptable. On attend qu'il répare, qu'il compense, qu'il protège les faibles, qu'il limite l'arbitraire du marché. Et cette attente n'est pas seulement matérielle. Elle est morale. Elle est presque affective. Quand cette attente est déçue, la colère ne vise pas une entreprise. Elle vise le pouvoir. Même si la décision vient d'un enchevêtrement européen, mondial, technocratique. Dans l'imaginaire politique français, il y a toujours un centre. Et donc toujours un responsable. Troisième élément. La contestation en France n'est pas seulement un réflexe. C'est une tradition structurée. Il y a les syndicats, qui ont un poids symbolique parfois plus grand que leur poids numérique. Il y a la grève comme outil historique, normalisé, ritualisé. Il y a les manifestations comme démonstration de force, mais aussi comme mise en scène nationale. Il y a les parcours, les places, les dates, les slogans, les chants. Une mémoire collective qui sait comment on fait d'une contestation. Quatrième élément, plus récent. La rue a changé de carburant. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé la colère. Ils ont accéléré son rythme. Ils ont rendu possible une mobilisation sans organisation solide. Ils ont produit des mouvements plus horizontaux, plus explosifs, mais aussi plus difficiles à négocier. Et quand il n'y a pas de porte-parole reconnu, l'État ne sait plus très bien où poser la main. Il ne peut pas signer une sortie de crise avec une foule. Enfin, il y a une particularité française cruciale. Le pouvoir exécutif est fort. Le centre de gravité de la décision est souvent concentré. Et cela crée un face-à-face récurrent. D'un côté, un État qui décide vite, qui veut aller au bout, qui parle au nom de l'intérêt général. De l'autre, des groupes sociaux qui se sentent parfois peu entendus entre deux élections. Et qui, pour peser, n'ont qu'un langage immédiatement visible. La rue. La grève. Le blocage. Voilà le contexte. Un État central et protecteur. Une attente sociale immense.
Une tradition de mobilisation. Et une accélération moderne qui rend le dialogue plus difficile. Dans ce décor, la contestation n'est pas une anomalie. Elle devient presque un mécanisme de régulation. La contestation en France ne vient pas seulement d'un mécontentement. Elle vient d'une idée. Une idée ancienne, puissante, presque dangereuse. L'idée que le peuple n'est pas seulement une somme d'électeurs, mais une source vivante de légitimité. Et que, quand cette légitimité se sent trahie, elle peut revenir sur la scène. Par le vote, oui. Mais aussi par la pression collective. Par le refus. Par l'irruption. Première cause profonde. L'héritage révolutionnaire comme mythe fondateur. La France moderne naît dans la rupture. Elle se raconte comme une nation qui renverse un ordre jugé injuste. Et même si l'histoire réelle est plus complexe, la mémoire politique retient une leçon simple. Quand l'ordre devient illégitime, le peuple a le droit de se lever. Cette idée traverse les siècles. Elle se transforme, elle se déforme, elle se réinterprète. Mais elle reste là, en arrière-plan. Comme un héritage moral. Contester, ce n'est pas forcément détruire. C'est parfois revendiquer la promesse originelle. Liberté, égalité, fraternité. Pas comme un slogan décoratif. Comme un contrat. Deuxième cause profonde. La République française est une république de principes. Et les principes, en France, ne sont pas de simples mots. Ils sont des frontières sacrées. La dignité du travail. L'égalité devant la loi. La justice sociale. L'idée que l'État doit être impartial. Que la nation est une communauté. Résultat. Dès qu'une réforme touche à ces symboles, le débat devient vite existentiel. Ce n'est plus une discussion technique. C'est un affrontement moral. Et quand le conflit est moral, il devient plus radical. On ne négocie pas facilement une injustice. On la refuse. Troisième cause profonde. La centralisation crée une mécanique de collision. En France, beaucoup de décisions sont perçues comme venant d'en haut. Même quand elles sont préparées, consultées, discutées. Le ressenti compte autant que la procédure. Et ce ressenti produit une logique simple. Si le centre décide, alors il faut frapper le centre pour être entendu. On ne se bat pas seulement contre une mesure. On se bat contre une façon de gouverner. Et c'est là que la contestation devient une critique de la verticalité. Pas seulement une revendication sectorielle. Quatrième cause profonde. La crise de la représentation. Depuis des décennies, une partie des Français a le sentiment de ne pas se reconnaître dans les médiations traditionnelles. Les partis semblent interchangeables. Les promesses semblent vite oubliées. Les experts parlent une langue froide. Et les citoyens ont l'impression que leur vie réelle n'entre pas dans les tableaux. Alors la contestation prend une fonction nouvelle. Elle devient un raccourci. Un moyen de dire nous existons quand on se sent invisible. Et parfois, un moyen de forcer l'État à regarder. Cinquième cause profonde, plus intime. La France a une culture de l'argument et de la critique. Une tradition intellectuelle où contredire n'est pas impoli. Où contester peut être une preuve de sérieux. Où la politique est souvent pensée comme une confrontation d'idées. Cette habitude s'exporte ensuite dans la société. Dans les cafés, dans les médias, dans les universités, dans les syndicats. Le désaccord est une compétence nationale. Et la rue est, parfois, sa scène ultime. Mais attention. Tout cela ne signifie pas que la contestation est automatique ou irrationnelle. Cela signifie qu'en France, elle possède un statut particulier. Elle est à la fois mémoire, identité, outil et symptôme. Héritage, oui. Mais aussi nécessité, parce que le système fabrique régulièrement des situations où le conflit déborde. Et c'est précisément ce qui nous amène au moment où tout bascule. Car une culture de la contestation peut rester latente pendant longtemps. Jusqu'au jour où un déclencheur touche le nerf. Un prix. Une réforme. Un geste de pouvoir. Un mot de trop. Pour incarner ce mécanisme, prenons un déclencheur récent et révélateur. Les Gilets jaunes. Parce qu'ici, la contestation n'est pas née d'un parti, ni d'un syndicat, ni d'une grande idéologie. Elle est née d'un geste administratif qui a touché une vie quotidienne déjà sous tension. Au départ,
il y a une hausse annoncée des taxes sur les carburants. Sur le papier, une mesure fiscale et écologique. Dans la réalité, pour beaucoup, une punition. Pas contre la voiture. Contre l'impossibilité de faire autrement. Car la France des métropoles et la France des périphéries ne vivent pas dans le même monde. À Paris, on peut prendre le métro. Dans des zones rurales ou périurbaines, la voiture n'est pas un confort. C'est une condition d'existence. Aller travailler. Déposer les enfants. Aller chez le médecin. Faire les courses. La taxe est devenue un symbole instantané. Le symbole d'un pouvoir qui parle en termes de transition. Mais qui ne voit pas la fin du mois. Le symbole d'une France d'en haut qui décide pour une France d'en bas. Le symbole d'une morale publique qui tombe toujours sur les mêmes. Et puis il y a eu l'étincelle propre à notre époque. Une mobilisation partie des réseaux sociaux. Un appel simple. Enfiler un gilet jaune. Occuper les ronds-points. Bloquer. Rendre visible ce qui ne l'était plus. Le rond-point, c'est un détail géographique. Mais c'est devenu une scène politique. Un lieu où des gens qui ne se parlaient plus se sont mis à parler. Un lieu où la colère s'est organisée sans organisation. Un lieu où la revendication s'est élargie très vite. On n'a plus parlé seulement d'essence. On a parlé de salaire. De taxes. De services publics qui disparaissent. De mépris. De représentation. De dignité. À ce moment-là, l'événement déclencheur a fait ce que font souvent les déclencheurs en France. Il a ouvert un conflit plus profond que lui. La question n'était plus combien coûte le litre. La question était qui décide, pour qui, et au nom de quoi. Et quand cette question surgit, la contestation change de nature. Elle devient un bras de fer de légitimité. D'un côté, l'État dit « Je suis élu. Je gouverne. Je fixe le cap. » De l'autre, une partie du pays répond « Tu ne nous vois plus. Tu ne nous entends plus. Alors on t'oblige à nous regarder. » C'est là que le déclencheur révèle le cœur du sujet. La contestation comme héritage, parce qu'elle se pense comme un droit à rappeler la promesse républicaine. La contestation comme nécessité, parce qu'elle surgit quand les médiations ne fonctionnent plus. Dans le déroulement d'une grande contestation française, il y a souvent 4 actes. Et les gilets jaunes, comme d'autres avant eux, les montrent presque comme un manuel. Premier acte. La visibilité. On commence par occuper l'espace. On ralentit, on bloque, on rend la circulation impossible, on transforme le quotidien en message. Parce que la contestation, en France, doit être vue pour exister. Si elle ne gêne personne, elle ne pèse pas. La gêne devient une monnaie politique. Deuxième acte. L'élargissement. Très vite, la revendication initiale ne suffit plus. Elle devient un point de départ. Le mouvement absorbe d'autres colères, d'autres frustrations, d'autres humiliations. Les fins de mois. La distance. Le sentiment d'abandon. La fracture entre ceux qui maîtrisent les codes et ceux qui ne les maîtrisent pas. Et surtout, un mot qui revient comme un poison. Le mépris. Troisième acte. Le problème de l'interlocuteur. Traditionnellement, en France, l'État s'est négocié avec des organisations. Syndicats. Partis. Corps intermédiaires. Mais un mouvement horizontal, sans leader reconnu, bouleverse cette logique. Qui peut signer une sortie de crise? Qui peut dire on arrête? Qui peut garantir que la base suivra? L'État se retrouve face à une foule qui n'a pas de tête. Et une foule sans tête est ingérable dans les outils classiques. C'est ici que 2 tentations apparaissent. La tentation de la concession rapide. Pour désamorcer. Et la tentation de la fermeté. Pour montrer que l'ordre tient. Mais chaque choix a un prix. Si l'État cède trop vite, il encourage d'autres mobilisations. S'il tient trop fort, il nourrit l'idée qu'il gouverne contre le peuple. Quatrième acte. La bataille des images. En France, une crise sociale devient très vite une crise médiatique. Et une crise médiatique devient une crise de légitimité. Les images de vitrines brisées. Les images de violences policières. Les images de ronds-points. Les images de cortèges.
Chacun sélectionne, chacun raconte, chacun accuse l'autre de mensonge. Le conflit n'est plus seulement dans la rue. Il est dans la narration nationale. Et c'est là qu'un mouvement peut se diviser. Entre ceux qui veulent rester dans un cadre strictement non violent. Et ceux qui pensent que la radicalité est la seule façon d'être entendu. Entre ceux qui veulent une revendication simple. Et ceux qui veulent renverser une logique entière. Entre ceux qui cherchent une sortie. Et ceux qui veulent un affrontement. Dans ce moment, l'État fait ce qu'il fait souvent en France. Il tente de reprendre le contrôle du récit. Par des annonces. Par des concessions ciblées. Par des consultations. Par des dispositifs de débat. Parfois, par un grand exercice national de parole. Mais ces dispositifs sont ambigus. Pour certains, c'est de l'écoute. Pour d'autres, c'est du théâtre. Et progressivement, le mouvement rencontre une limite mécanique. La durée. La fatigue. Le coût économique. L'usure des participants. La division interne. L'opinion qui bascule. La répression qui augmente. Ou, au contraire, la récupération politique qui déforme. C'est ainsi que beaucoup de contestations françaises finissent. Pas par une victoire totale. Pas par une défaite totale. Mais par une transformation. Des concessions partielles. Un pouvoir fragilisé. Une société marquée. Et une question qui demeure. Est-ce que la rue a servi de correctif démocratique? Ou est-ce qu'elle a révélé un blocage plus profond? Parce que le cœur de ce déroulement, au fond, est toujours le même. La contestation est un outil de régulation. Mais elle est aussi un symptôme d'un dialogue cassé. La contestation en France produit des effets réels. Mais elle produit aussi des cicatrices. Et c'est précisément dans cette ambivalence qu'on comprend si elle est héritage ou nécessité. Premier effet, le plus visible. La contestation force l'État à ralentir. À corriger. À reculer. Parfois, à renoncer. Dans un système très centralisé, c'est un pouvoir immense. La rue devient un frein d'urgence. Elle rappelle au gouvernement qu'un pays ne se gouverne pas seulement avec des majorités parlementaires, mais avec une acceptation sociale minimale. Deuxième effet. Elle rend visible des vies qui, autrement, restent hors champ. Les ronds-points, par exemple, ont fait apparaître une France qu'on n'entendait plus dans les débats politiques ordinaires. La contestation réintroduit du concret dans l'abstrait. Elle transforme des statistiques en visages. Des courbes en trajets. Des réformes en douleur réelle. C'est parfois brutal. Mais c'est aussi une fonction démocratique. Troisième effet. Elle construit une mémoire sociale. En France, certaines conquêtes ne sont pas seulement le résultat de débats parlementaires. Elles sont aussi le résultat de rapports de force. Et cette mémoire nourrit une conviction durable. Se mobiliser sert à quelque chose. Cette conviction, transmise de génération en génération, entretient la culture de la contestation. Elle l'ancre dans l'idée de dignité. Mais maintenant, les limites. Et elles sont lourdes. Première limite. La fatigue collective. Une société qui passe régulièrement par des épisodes de blocage s'épuise. Les commerces ferment. Les transports s'arrêtent. Les services publics tournent au ralenti. Et une partie de la population, même solidaire sur le fond, finit par décrocher. Parce qu'elle ne peut plus supporter le coût quotidien. Deuxième limite. La brutalisation. Quand le conflit se prolonge sans issue claire, la tension monte. La violence peut apparaître. D'un côté ou de l'autre. Et dès que la violence devient le centre de l'attention, tout se déforme. Le débat sur la justice sociale est remplacé par le débat sur l'ordre. Le mouvement perd une partie de sa légitimité. L'État durcit, souvent au nom de la sécurité. Et la fracture s'approfondit. Troisième limite. L'absence de traduction politique stable. Un mouvement peut gagner sur un point précis. Obtenir une concession. Faire tomber une taxe. Freiner une réforme. Mais après, qui transforme cette énergie en projet durable? Qui reconstruit une représentation? Qui gouverne? Sans cette traduction, la contestation ressemble à une victoire de court terme. Et à une impuissance de long terme.
On obtient un recul. Mais pas une réparation du mécanisme qui produit la crise. Quatrième limite. La polarisation. Chaque grande contestation renforce l'idée que l'autre camp est illégitime. Le pouvoir voit des foules irrationnelles, manipulées, parfois dangereuses. Les manifestants voient un pouvoir sourd, arrogant, méprisant. Et quand chacun pense que l'autre n'est plus un interlocuteur, la démocratie se rigidifie. Elle cesse d'être un échange. Elle devient une guerre froide intérieure. Cinquième limite, plus subtile. La contestation peut devenir une routine. Un réflexe. Une répétition. Et quand elle devient routine, elle perd sa force transformatrice. Elle devient un théâtre prévisible. Avec ses rôles fixes. Le gouvernement annonce. Les syndicats appellent. La rue s'enflamme. Le pouvoir tient ou lâche. Et chacun ressort convaincu que l'autre est impossible. Voilà pourquoi la contestation est à la fois une richesse démocratique et un symptôme inquiétant. Elle protège la société contre des décisions déconnectées. Mais elle révèle aussi que le dialogue institutionnel ne suffit plus. Qu'il manque des espaces d'écoute intermédiaires. Qu'il manque une confiance minimale. Qu'il manque des mécanismes qui absorbent les conflits avant qu'ils ne deviennent explosifs. Et c'est là, au fond, que la question héritage ou nécessité devient plus claire. Parce qu'un héritage, on peut le célébrer. Mais une nécessité, on la subit. La culture de la contestation en France n'est pas un simple trait de caractère. Ce n'est pas non plus une maladie nationale. C'est une construction historique. Et c'est, aujourd'hui, un mécanisme de survie politique. Oui, c'est un héritage. Parce que la France s'est racontée, depuis des siècles, comme une nation qui refuse l'inacceptable. Parce que la République s'est fondée sur l'idée qu'un peuple n'est pas fait pour se taire. Parce qu'il existe une mémoire profonde des conquêtes obtenues par la pression collective. Parce que contester, en France, peut être une manière de se sentir citoyen. Pas seulement administré. Mais oui, c'est aussi une nécessité. Parce que la centralisation fabrique un face-à-face. Parce que le pouvoir exécutif concentre l'attention, la colère, et la responsabilité. Parce que les canaux intermédiaires se sont affaiblis. Et parce que beaucoup de citoyens ont le sentiment que leur vie réelle n'entre plus dans la décision politique. Dans ce contexte, la rue devient parfois une chambre d'écho brutale. Le seul endroit où la parole prend un poids immédiat. Et c'est ici que la France révèle quelque chose d'essentiel sur elle-même. La contestation est une preuve de vitalité démocratique. Mais elle est aussi un signe de dysfonctionnement. Quand un pays doit régulièrement passer par la crise pour ajuster sa trajectoire, cela signifie que l'ajustement ordinaire ne fonctionne pas assez bien. Alors, que faire de cette culture? La célébrer comme un héritage pur. Ce serait oublier son coût. La condamner comme une habitude destructrice. Ce serait oublier sa fonction. La vérité est plus inconfortable. La contestation est un langage. Un langage collectif que la France utilise quand elle ne croit plus au dialogue normal. Et comme tous les langages, il peut créer. Ou il peut casser. Il crée quand il oblige le pouvoir à se reconnecter au réel. Quand il corrige une réforme injuste. Quand il rappelle que l'intérêt général ne peut pas être décrété contre la société. Quand il réveille des zones invisibles. Quand il empêche la technocratie de devenir une machine froide. Il casse quand il se transforme en répétition sans solution. Quand il se réduit à l'affrontement symbolique. Quand la violence avale la cause. Quand la fatigue détruit la solidarité. Quand il produit une France qui se méfie d'elle-même. Une France où le pouvoir gouverne en se blindant. Et où les citoyens s'expriment en criant. Et c'est là le point final. Si la contestation devient le seul moyen d'être entendue, alors elle n'est plus seulement un héritage. Elle devient un symptôme d'urgence permanente. Et une démocratie ne peut pas vivre éternellement en état d'alarme. La question n'est donc pas de supprimer la contestation. Elle fait partie du pays. Elle en est même l'une des respirations. La question, c'est de reconstruire des mécanismes de confiance et de médiation, pour que la contestation redevienne ce qu'elle devrait être. Un dernier recours. Pas une routine. Et peut-être que la conclusion la plus française, au fond, tient en une phrase. La France ne conteste pas parce qu'elle aime le désordre.
Elle conteste parce qu'elle prend la promesse républicaine au sérieux.